Chers amis et internautes de Web News et de Real Africa TV, merci de nous avoir retrouvés à nouveau sur ce nouveau numéro de Actu Avec. Alors aujourd'hui nous allons débattre sur l'actualité, mais ça sera avec Pape Demba Thioune qui est un journaliste et consultant en politique et digital. Pape Demba, bonjour. Bonjour Lola, salut également à tous vos internautes de Real Africa et de Web News TV. Voilà, Pape Demba, on peut dire que c'est une première victoire avec le bras de fer qui oppose l'État et le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Alors aujourd'hui, après la décision du juge de Ziguinchor, quelle analyse faites-vous par rapport à cela? Bon, c'est une décision historique et qui permettra au juge Sabassi Faye de rentrer dans l'histoire judiciaire du Sénégal parce que beaucoup de Sénégalais, à la suite du prononcé, ont apprécié, ont félicité le juge parce que beaucoup considéraient que ce serait une décision sous commande du pouvoir exécutif, comme beaucoup en tout cas ont l'habitude de le voir ou ont cette conception de cette justice du Sénégal. Alors, depuis un jour, beaucoup, le département, le tribunal plutôt judiciaire de Ziguinchor plutôt, a cristallisé toutes les attentions du peuple sénégalais et je pense que hier la décision a été quand même très courageuse parce qu'il a dit le droit, il a appliqué la loi et également c'est ce qu'on attend de tous les juges du Sénégal, de tous également des magistrats. Maintenant, le ridicule ou bien ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, qu'un juge prenne une décision, applique la loi, ne devrait pas également étonner beaucoup de Sénégalais. Maintenant, cet étonnement et également ce questionnement ou bien ce cours de questionnement de félicitations doit également interpeller les Sénégalais sur la conception qu'ils ont de la justice quant à ce qu'on appelle l'indépendance de la justice. Mais sinon, rien à dire par rapport à cette décision, sinon féliciter, comme beaucoup de Sénégalais, le juge qui l'a prise, donc M. Sabassi Faye. Courageux, vous l'avez dit, donc pensez-vous que depuis lors, notre justice n'a pas été courageuse? Courageuse parce que, par exemple, la question de forme des sujets concernant Ousmane Sonko, par exemple, si on se tient à la contumace, comme on le dit, c'est qu'elle est définie comme étant le jugement d'un accusé à son absence, et lorsque l'accusé est jugé à son absence, c'est parce qu'il est introuvable. Dans ce cas également, Ousmane Sonko n'a jamais été introuvable parce qu'il était au Sénégal à Ziguinchor, il a été jugé à son absence, donc conformément également au code de procédure pénale qui dit clairement, lorsqu'un contumax est arrêté, la sentence est annulée, c'est-à-dire que la décision de justice est annulée et également la condamnation est nulle. Donc automatiquement, depuis qu'il est arrêté le 28 juillet 2023, depuis lors, Ousmane Sonko n'est plus contumax, c'est-à-dire qu'il n'est plus sous le coup de la contumace, comme le dit Ismaïla Madior Fall. Donc maintenant, si on applique la loi et on dit le droit, ça veut dire qu'automatiquement, on ne peut pas, sur la base d'une contumace, radier Ousmane Sonko. Et quand Ousmane Sonko n'est pas radié, il ne peut pas perdre son éligibilité. Et quand il ne la perd pas, il est électeur, il est électeur et également il peut être candidat. Donc quand on est allé à ce stade, c'est parce que tout simplement la base a été fausse, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une fausse contumace. Il n'y a pas en réalité une contumace comme le définit le droit. Voilà, mais est-ce que Ousmane Sonko, je dirais plutôt ses militants, sont libres pour démarrer les activités de parrainage? Bah, bien sûr, ils sont libres et ils ont le droit de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la décision que le juge Sabassi Faye a prise, c'est-à-dire c'est clair. Lorsque le tribunal donne une décision, elle est applicable. Surtout nous sommes en matière administrative, même s'il y a un recours de la part de l'État, ce recours ne peut pas suspendre la décision. Donc la décision est applicable, ça veut dire aujourd'hui, la direction, eh bien l'administration électorale, ceux qui sont censés ou chargés de l'organisation des élections, le juge va les saisir et quand ils sont saisis, ils prennent leurs responsabilités et prendre leurs responsabilités revient à réintégrer Ousmane Sonko sur le fichier, dans le fichier plutôt électoral, le réinscrire sur le fichier électoral qui lui permettra de récupérer ses fiches de parrainage et également d'aller voir les Sénégalais, ses militants et sympathisants pour recenser leurs signatures. Et aussi la participation de Ousmane Sonko ne serait-elle pas une menace pour le mouvement présidentiel qui ont porté leur choix sur le Premier ministre Amadou Ba?
que Ousmane Sonko participe ou non. En tout cas, il suffit juste qu'il donne une consigne de vote et ce serait également une menace contre le pouvoir. Parce que tout simplement, il faut comprendre, depuis 2021, au soir de 2019, au sorti plus tôt, Ousmane Sonko était la troisième force politique du Sénégal. C'est-à-dire qu'il était troisième et depuis 2019, sa force politique ne cesse de grimper et de gagner également du terrain. Aujourd'hui, on l'a vu, on l'a également constaté au sortir de plusieurs rassemblements politiques ou bien meetings politiques. À chaque fois, on voit la plus importante partie de toutes les mobilisations politiques des coalitions ou de l'opposition, la plus importante majorité appartenait à Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, on a compris également cet électorat ou bien cette intention de vote de beaucoup de Sénégalais qui aujourd'hui considèrent que Ousmane Sonko est le candidat idéal et l'homme qu'il faut pour remplacer Macky Sall. Aujourd'hui, si sa candidature est validée, mais croyez-moi, ça va faire trembler le régime actuel, pour ne pas dire le candidat Amadou Ba. Mais il y a un recours qui est introduit par l'État. Oui, il y a deux possibilités. La première, aujourd'hui, il faut le comprendre, nous sommes dans un cadre légal plutôt de procédure en justice. Quand on perd en procès, le droit ou bien la justice nous donne opportunité de saisir la juridiction supérieure. Donc après le tribunal de Ziguinchor, l'État qui n'est pas satisfait à travers l'agent judiciaire de l'État, Moussa Yoro Diallo, a la possibilité plutôt d'interjeter appel et l'interdiction de cet appel au niveau de la Cour suprême. Mais aussi, il faut comprendre que cet appel n'est pas suspensif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien que l'État a saisi la Cour suprême, cette également saisine de l'État au niveau de la Cour suprême n'empêche pas au juge de faire appliquer sa décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la décision de réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales n'est pas suspendue, mais ne peut pas être suspendue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vendredi normalement, aujourd'hui, si Ousmane Sonko délègue son mandataire Ayib Daffé au niveau de la direction générale des élections, la direction n'a pas de motif légal. Je dis le motif légal, c'est-à-dire que sous les yeux de la loi, il n'y a aucune interdiction qui pourrait être posée pour empêcher Ousmane Sonko de disposer des fiches électorales. Maintenant, si on va également à la Cour suprême, si la Cour suprême, après avoir statué sur la décision rendue par le tribunal de Ziguinchor, si la Cour suprême considère que le juge Sabassi Faye n'a pas dit le droit, n'a pas appliqué la bonne loi ou le bon article pour quand même annuler la radiation de Ousmane Sonko, dans ce sens également, Ousmane Sonko va être également de nouveau radié des listes électorales. Également, au cas Benen contraint plutôt, excusez-moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Ousmane Sonko, bien que réinscrit dans les listes électorales, reçoit également ses fiches de parrainage et également qu'il a l'occasion de se rendre au Conseil constitutionnel pour que sa candidature soit validée, il faut qu'Ousmane Sonko d'abord soit porté, parrainé. Quand je dis parrainé, c'est-à-dire qu'il faut que sa candidature soit portée par un parti politique légalement constitué. Un parti politique légalement constitué, c'est un parti politique reconnu par l'État du Sénégal, juridiquement reconnu. Maintenant, sinon, il faut que sa candidature également soit portée par ce qu'on appelle une coalition de partis légalement constitués. Ça veut dire que aujourd'hui, pour que Ousmane Sonko aille à la direction générale des élections, il va y aller, d'accord, mais sous couvert d'un parti politique qui n'est pas passé, parce que selon l'administration du Sénégal, le passé n'existe pas parce que tout simplement il a été dissous et confirmé par la Cour suprême le vendredi passé. Maintenant, il faut également que Ousmane Sonko, en cas également de non-validation d'un parti politique légalement constitué, il faut que sa candidature soit impérativement portée par ce qu'on appelle une coalition de partis politiques légalement constitués. Et également, au cas contraire, Ousmane Sonko, également, sa candidature pourrait être compromise parce que selon l'article 57 du Code électoral qui dit toutes les candidatures à la présidentielle ou aux élections législatives sont portées par
des partis politiques légalement constitués ou par des coalitions de partis politiques légalement constitués ou également par ce qu'on appelle une personnalité indépendante. Et une personnalité indépendante, c'est quelqu'un qui n'a jamais milité dans un parti politique ou qui a cessé toute activité politique au moins pour une durée de 1 an. Donc ça ne concerne pas Ousmane Sonko parce qu'il est toujours le chef d'un parti, ou bien même si le parti a été dissous, ça ne fait même pas encore 6 mois, ou bien moins de 6 mois ou 7 mois déjà que son parti a été dissous. Donc cette condition ne pourrait pas le concerner. Et ne pensez-vous pas que ce recours pourrait aussi créer des nouvelles tensions ici au Sénégal? Bien sûr, aussi aujourd'hui, la Cour suprême décide d'annuler ce qu'on appelle la décision rendue par le tribunal de Ziguinchor. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, cette décision ne va plus compter, je dis celle de Ziguinchor, mais plutôt c'est celle de la Cour suprême qui va être abordée, qui sera appliquée. Et dans ce cas, Ousmane Sonko sera définitivement, ou bien sera en tout cas écarté des élections, parce que dans ce cas, il sera radié et sa radiation sera confirmée. Et si la radiation est confirmée, il ne pourra pas être électeur. Et quand on n'est pas électeur, on ne peut pas être éligible. Et quand on n'est pas éligible, on ne peut pas être candidat. Et quand on n'est pas candidat, on ne peut pas briguer les suffrages des Sénégalais. Et également, le Conseil constitutionnel le confirmera plus tard. Maintenant, espérons en tout cas que le droit sera dit. Espérons également que la Cour suprême va faire preuve ou objet de rigueur dans ce qu'on appelle le statut du prochain recours plutôt, ou bien de l'appel qui a été fait par l'État du Sénégal à travers l'agent plutôt judiciaire de l'État, en l'occurrence M. Moussa Yeo Diallo. Mais en tout cas, on verra, c'est dans 10 jours tout va se faire. Tout va se jouer dans 10 jours. En tout cas, il y a les militants qui ont déjà commencé à zibuler. Ils ont le droit de zibuler parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas hier, par un moment, beaucoup de Sénégalais, surtout les militants et les sympathisants de PASTEF, quand même, croyaient que la décision pourrait être le contraire de ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, le courage du juge est salué. Également, l'honnêteté du juge est saluée parce qu'il est connu pour son honnêteté et son courage. Il a été à Koungheul, il a fait un bon service là-bas. Il a été affecté également à Ziguinchor où il a fait un bon service. Et même avant de quitter Koungheul, il était à Dakar. Et à Dakar aussi, il a fait un bon travail parce qu'il a jugé une affaire qui a concerné l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Et également, il a quitté Dakar parce que tout simplement, beaucoup en tout cas, pour ceux qui ont eu à main avec la justice, ont apprécié le professionnalisme, mais aussi l'objectivité du juge Sabassi Faye. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de ce genre de magistrats qui aujourd'hui sont en grande partie garants de la paix et aussi de l'intégrité du territoire. Parce qu'on dit, dans un pays, la justice a une grande responsabilité de ce qu'on appelle de la paix sociale et de la concorde nationale. Voilà, alors nous ne pouvons pas boucler sans pour autant parler de l'actualité internationale. D'ailleurs, c'est une actualité qui est phare. En Palestine, les bombardements deviennent de plus en plus intenses. Que pensez-vous de la silence de la communauté internationale? C'est ce qui se passe actuellement à Gaza, en Palestine. C'est l'histoire d'un massacre sans précédent. J'aurais dit qu'il y a des innocents qui sont tués, des femmes vieilles qui sont tuées, des jeunes qui sont innocents mais qui sont massacrés par ce qu'on appelle cette folie d'Israël qui envahit à partir de son armée le territoire palestinien, et sous le silence et la complicité inouïe de la communauté internationale. Je veux dire, l'ONU qui, depuis lors, n'a absolument rien fait pour que cela cesse. Le secrétaire général Antonio Guterres fait semblant de ne rien voir, et pourtant ils ont également vu des populations palestiniennes mourir, décéder. Aujourd'hui, ce qui se passe également en Palestine est une quand même méchanceté, cruauté de la communauté internationale, parce qu'on dit en temps d'injustice, ceux qui décident d'être observateurs sont
du côté de l'oppresseur. Et l'oppresseur aujourd'hui, c'est l'Israël. On a vu la position exactement de la France et des États-Unis. Au-delà de faire des discours, des communiqués, les États-Unis sont dans une logique d'apporter du matériel militaire à l'Israël pour qu'il puisse également continuer d'attaquer et de bombarder la bande de Gaza, pour ne pas dire la Palestine. À tort aussi, ils le font. Maintenant également, la situation humanitaire est devenue catastrophique. Alors vous imaginez, depuis une semaine, on prive aux Palestiniens de l'eau, de l'électricité, de la nourriture, et comment une population de plusieurs milliers de personnes peuvent être privées de nourriture, d'eau, d'électricité. Mais ça, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies, qui existe pour les simples concepts, la paix et la sécurité, mais également dans une localité du monde entier où les populations sont interdites ou privées de nourriture, sont privées d'électricité, d'eau, est-ce qu'également il peut y avoir de sécurité? Est-ce qu'il peut y avoir également de paix? Mais cette paix-là, aujourd'hui, au nom de l'humanité, je dis bien avec grand H, toute la communauté internationale a l'obligation de dénoncer ce qu'on appelle ces crimes contre l'humanité, ces dérives extraordinaires qui sont impardonnables, parce qu'aujourd'hui, je dis bien, le sort qui est réservé à la Palestine est quand même injuste. Et aujourd'hui, déjà hier, l'Égypte a refusé d'ouvrir ses frontières à la Palestine, parce qu'il faut comprendre que le seul pays qui est en frontière avec la Palestine, c'est l'Égypte, et l'Égypte a refusé d'ouvrir ses frontières. Maintenant, la position de la France, bon, c'est une position d'intérêt crypto-personnel, mais pas une position d'objectivité, de neutralité, parce que la France a ses intérêts. Et aujourd'hui, la France, l'Europe plutôt à travers la France, veut corriger l'injustice qu'elle a fait subir à l'Israël. Si on se rappelle l'histoire de la Shoah, l'histoire également des Juifs avec l'extermination et tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas être un prétexte politique, en tout cas entre guillemets, pour quand même s'attaquer à des innocents, à des Palestiniens également, en ignorant cette histoire entre l'Israël et la Palestine, parce que ce qu'il faut comprendre, et je pouvais chuter par là, c'est qu'aujourd'hui, auparavant, l'Israël n'existait pas, mais après des débuts de solution, on a voulu créer deux États indépendants, l'État israélien, l'État hébreu, et l'État également palestinien avec des mouvements comme le Hamas, etc. Mais plus tard, l'Israël a voulu augmenter son territoire, a voulu également récupérer quelques superficies appartenant à la Palestine, et les Palestiniens ont décidé de ne pas accepter. Aujourd'hui, on les appelle des terroristes, et pourtant c'est des résistants. Et maintenant, l'hypocrisie de la communauté internationale, pour la comprendre, il faut aller en Russie et en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine, aujourd'hui, la Russie a envahi l'Ukraine, on appelle les Ukrainiens, on les appelle des résistants, mais aujourd'hui l'Israël a envahi la Palestine, on les appelle des terroristes. Les Palestiniens résistent, on les appelle des terroristes. Ça veut dire que dans deux mêmes situations, on a deux appréciations différentes. Les Israéliens, ce sont des gambars, c'est quand même des courageux, ils attaquent injustement la Palestine. Là, les Palestiniens ripostent, résistent, on les appelle des terroristes. Là-bas en Ukraine, les Ukrainiens sont attaqués par la Russie, ils résistent, on les appelle des résistants. Donc ça, quand même, cette interprétation des faits, des situations cause problème. Ça, c'est l'hypocrisie et également de la complicité. La position de la France, vous l'avez souligné tout à l'heure, mais la position des États-Unis, quelle analyse faites-vous par rapport à cela? Là, les États-Unis, il faut remonter depuis l'administration avec comment dire encore, Barack Obama. Barack Obama qui, à travers le secrétaire général d'alors américain Anthony Blinken, qui a évoqué de faux prétextes pour donner raison aux États-Unis qu'ils ont présenté au Conseil des Nations Unies de sécurité pour que les États-Unis puissent avoir le feu vert d'attaquer l'Irak de Saddam Hussein. Alors, plus tard, parce qu'il disait que Saddam Hussein avait ce qu'on appelle une bombe atomique. Mais plus tard, en 2003, ils ont envahi l'Irak
l'Irak, ils ont bombardé les Irakiens, ils ont tué les Irakiens parce qu'ils disaient que Saddam Hussein était quand même en quelque sorte le bras droit de Ben Laden. Ben Laden qui a été tué, si je me trompe, en 2011 avec Barack Obama. Maintenant, on vous dit, c'est sous ce prétexte d'une détention de bombes atomiques que les États-Unis attaquent ce qu'on appelle l'Irak, et c'est une question de sécurité internationale ou bien des États-Unis. Aujourd'hui, plus tard, en 2003, pour évoquer même cet échec, cette impuissance ou complicité de la communauté internationale, des fonctionnaires de l'ONU ont été tués également à Bagdad, en Irak, et ils ont été tués, et également l'ambassade même, ou bien le siège des Nations Unies a été attaqué par des gens supposés appartenir à des branches de résistance. Maintenant, les États-Unis également, c'est plus tard, avec même l'arrivée de Donald Trump, qui a créé l'ambassade des États-Unis en Israël, parce que dans le passé, il n'y avait pas d'ambassade. Mais avec Donald Trump, en 2018 précisément, le 14 mai, il y a eu l'implantation d'une ambassade américaine en Israël. Et lorsque on État décide de créer une ambassade dans un pays, c'est parce que l'État est en coopération ou bien en contrepartie soutient cet État. Donc il n'y a pas une ambassade américaine en Palestine, mais il y a une ambassade américaine en Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont du côté des Israéliens et également combattront avec l'Israël les Palestiniens. Et ça également, ça, ce qu'on appelle une des intérêts entre les États. Aujourd'hui, je comprends et je pourrais espérer de la part des pays du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran, également la Turquie, même si bon, elle est un pays européen plutôt, mais j'espère qu'avec cette coalition des pays du Moyen-Orient, parce que j'ai vu qu'il y a les guides iraniens et le prince héritier Mohammed Ben Salman, ils sont en train de discuter et de voir comment est-ce qu'ils vont appuyer la Palestine pour quand même que Israël plutôt cesse de continuer ses hostilités, ses tueries, ses cruautés, ses méchancetés, quand même qui sont d'une base injustifiée, inhumaine et également illégale. Et voilà, et pour finir, est-ce que vous avez un plaidoyer à faire par rapport aux deux sujets d'actualité que nous avons évoqués? Bon, ce que je demande tout d'abord, c'est qu'il faut un cessez-le-feu immédiat. On ne peut pas continuer dans ce qu'on appelle une guerre sans fin, ou bien avec des conséquences désastreuses, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on est en train de détruire tout ton pays, on est en train également de tuer à tort des innocents, des enfants, on les prive de manger, de boire, d'électricité, on est en train également de tuer des vieux, des vieilles, on est également en train de tuer des femmes en situation de faiblesse. Donc il faut que ça cesse d'abord pour des raisons humanitaires. Et l'autre point, c'est qu'aujourd'hui, il faut rétablir une justice internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des délimitations frontalières. Il y a eu ce qu'on appelle un pacte qui a été signé entre les deux États. Il faut qu'ils le respectent. Maintenant, si un pacte est fait entre deux États et que l'une des parties décide de ne pas respecter le pacte, mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il y aura une résistance, et quand il y a une résistance, il y aura également une contre-attaque. Et cette contre-attaque, ce sont les civils qui vont en pâtir, qui vont payer les conséquences et les pots cassés. Merci beaucoup, M. Thio. Merci, c'est un plaisir. Encore une fois, de nous avoir reçus. Merci, c'est un plaisir, et merci également à tous ceux qui ont suivi cette interview à travers Real Africa TV et également une web New Music. Bon, excusez-moi, News, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ah oui, merci. Chers fidèles internautes, Web News et Real Africa TV, ça n'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et merci de nous avoir choisis pour vous informer au quotidien réel des Africains. À très bientôt.